Chers amis, nous allons démarrer puisque vous avez vu que nous avons 5 intervenants de qualité qui ont tous beaucoup à vous. C'est pour ça que ce soir ce n'est pas une réunion électorale classique, pas une réunion de Jean-Frédéric Poisson du PCD ou de Nicolas Dupont-Aignan pour DLF. C'est une réunion d'union pour un objectif très concret. Ce sont ces prochaines européennes où il y a un enjeu majeur. C'est la première fois que nos idées peuvent, au niveau européen, peut-être, on le souhaite, on va y travailler, être majoritaires, parce que qu'on le veuille ou non, ce qui se passe à Bruxelles devient primordial, même si on le regrette, mais ça devient primordial. Donc on est une majorité au Parlement, c'est jouable dans l'Union. Joël, merci de ton investissement. Et je vais m'arrêter parce que je suis toujours beaucoup trop long. Je vais passer la parole à peut-être... Soir, c'est pas évident, avec les blocages, plus d'essence dans les stations, un renouveau en France, quoi. Le peuple qui commence à en avoir assez. Et surtout ce soir, je suis très heureux d'accueillir cette belle table qui a réussi à prouver, comme nous le pouvons dans le Var, qu'on arrive à réunifier des gens qui jusqu'à présent se refusaient de parler, de se parler. Dans le Var, notre bureau départemental, il y a des républicains qui viennent des républicains, des gens qui viennent du Front National, des gens qui viennent de nulle part. Ils parlent, ils discutent, ils collent, ils distribuent ensemble. Nous avons réussi à le faire. Alors qu'en haut, au niveau de la tête des partis, ils en fassent autant. Merci d'être parmi nous, d'être venus à Toulon. Je vous remercie et bon vent. Mesdames, Messieurs, chers amis, la sénatrice du Var que je suis est particulièrement heureuse d'accueillir ce soir en terre varoise autant de personnes de qualité. Alors permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à Emmanuelle Gave, directrice exécutive de l'Institut des Libertés, cercle de réflexion indépendant, mais surtout lieu d'échange et de proposition de tous ceux qui ont le sentiment d'être privés du droit à la parole par les grands médias. Je suis ravie d'accueillir également Bruno Norf, président du Centre national des indépendants et paysans. Ce parti est riche d'une longue histoire. C'est en effet le plus ancien des partis de la droite française. Aujourd'hui, son président, animé par un discernement qui lui fait honneur, l'oriente sur la voie qui mènera notre pays vers sa souveraineté enfin retrouvée. Je suis tout autant heureuse de recevoir en notre beau département Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate. Nous devons tous lui témoigner notre reconnaissance d'avoir été l'un des cofondateurs de la plateforme Les Amoureux de la France, destinée à rassembler la droite au-delà des clivages partisans. Je ne doute pas que cette initiative sera la mère de nos succès à venir. Enfin, je souhaite la bienvenue à Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne,
président de Debout la France et cofondateur des Amoureux de la France. Cher Nicolas, vous portez désormais les espoirs de millions de nos compatriotes pour les conduire vers la sortie du tunnel dans lequel les ont engouffrés ceux qui nous dirigent. Votre tâche est rude, mais ô combien exaltante. Cependant, vous n'êtes pas seul. Chaque jour davantage, de nouveaux soutiens se manifestent, visant à vous mener là où le destin vous appelle, à la conduite des affaires de la France. Ah, c'est ce qu'on souhaite. Je n'ignore pas que bon nombre de nos compatriotes sont déçus par la politique. Beaucoup désormais se refusent ainsi à voter. À titre personnel, si je ne les approuve pas, je les comprends. Je suis moi-même passé par là. Ancien cadre d'un parti dont je tairai le nom, élu de ce même mouvement, je concède que, tendu vers l'objectif de rendre à mon pays la place qui est la sienne, j'étais finalement entré au service de quelques individus dont le souci n'était pas de porter, comme moi, des idées et des valeurs, mais de m'utiliser au mieux de leurs intérêts. Comme beaucoup, ma déception fut grande. Comme beaucoup, j'ai un temps perdu l'espoir de voir mon pays sortir de la situation pénible qui est la sienne aujourd'hui. Comme beaucoup, j'avais la conviction que la désunion de notre famille de pensée nous infligerait encore longtemps des dirigeants déconnectés des réalités des Français. Mais voici qu'un nouveau soleil vient disperser les sombres nuages que je croyais à jamais accrochés à l'avenir de notre pays. De puissantes volontés sont en train de converger vers un même but. De grandes idées se confortent et se renforcent. Des femmes et des hommes venus d'horizons différents rejoignent la même cordée. En effet, les Français, toujours si prompts aux querelles, sont en train de se rassembler enfin. Les voici entrés en résistance contre un pourvoir qui ne voit en eux que des contribuables, taillables et corvéables à merci. Car voici que l'histoire se répète. Un vent de révolte souffle des côtes de la mer du Nord au rivage de la Méditerranée. Les manifestations spontanées et populaires auxquelles nous assistons ces derniers jours démontrent que le temps où les Français courbaient l'échine est révolu. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, l'opposition est quasi inexistante, ou du moins inaudible. La droite est atomisée depuis son élimination historique lors du premier tour de l'élection présidentielle. L'élection de Laurent Wauquiez ne satisfait aucun sympathisant et adhérent LR. Les dissensions sont nombreuses. C'est la raison pour laquelle le CNIP s'est associé à une démarche, à une dynamique entreprise dans le cadre des Amoureux de la France. Car enfin, à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. C'est ce que disait en 1900, c'est ce que disait le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Mes amis, entendez-vous la colère assourdissante du peuple de France? Cette colère trop longtemps contenue. Les digues sont en train de céder. Le gouvernement ne comprend pas, les élites ne comprennent pas. Les journalistes des grands médias essaient tant bien que mal, finalement, d'aider le gouvernement à éteindre l'incendie qui menace de ravager le pays. Lénine, De Gaulle, Pinet, réveillez-vous! Ils sont devenus fous! Dans un pays où le politiquement correct est étouffant, où quoi qu'on dise, la liberté est surveillée, où il n'est plus possible de penser véritablement sans choquer, quand les élites ont perdu toute idée de bon sens, quand les bobos parisiens pensent la société à travers leur petit prisme idéologique et pensent qu'ils vont pouvoir changer la manière de penser les choses du peuple, alors finalement tout devient explosif. Faire un discours est difficile. Churchill, justement, avait l'habitude de dire que pour faire un bon discours, il fallait se lever, il fallait parler fort, il fallait être bref pour être réinvité très vite. Ce que je vais essayer de faire ce soir, d'être bref. La première des choses, c'est pourquoi est-ce que je suis ici ce soir. Je suis ici ce soir probablement pour la même raison que vous. Je suis ici ce soir parce que je suis une amoureuse de la France. Alors, au-delà du slogan que nous avons, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Bernanos, l'écrivain Georges Bernanos, en 1936, avait écrit Journal d'un curé de campagne, et au même moment, dans les événements de 1936, avait eu cette réflexion sur la société. Il écrivait
Il y a une bourgeoisie de droite, il y a une bourgeoisie de gauche, mais il n'y a pas de peuple de droite ou de peuple de gauche, il n'y a que le peuple français. Or la France, notre France, est une très vieille passion du peuple français. La première fois remonte sûrement en 1214 à Bouvines, où des milices populaires venues de la France entière sont venues prêter main forte à Philippe Auguste. Et puis, on a eu les cuirassés de Renshofen, on a eu Jeanne d'Arc, on a eu Valmy, on a eu les cuirassés de Renshofen, on a eu les poilus, on a eu les cadets de Saumur. À chaque fois, des Français, le peuple est venu au secours de la nation. Le général de Gaulle, dans ses mémoires, écrivait cette phrase que l'on peut croire un peu sibylline, mais qui ne l'est pas. « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France. » Une certaine idée de la France. Alors que voulait-il dire? Alors probablement, tout d'abord, que la France était une nation, une des plus anciennes nations. Alors, qu'est-ce qu'une nation? Il y a deux définitions. Vous avez la définition allemande, qui était basée sur l'idée de race, avec toutes les dérives qu'on a pu connaître au XXe siècle. Et puis la définition française, qui avait été développée par Renan, avant ça par ça y est, j'ai oublié, enfin, bref, c'est Fromage, bon bref, qui retenait l'idée de volonté, d'appartenance. C'est parce que vous décidiez d'être français, c'est parce que vous en acceptiez le passé, le présent actuel et la volonté dans le futur de vous y intégrer et de faire vôtre ces valeurs, que vous deveniez français. À ce titre, Romain Gary, juif ukrainien, écrivait « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans tout mon sang. » Et ça, c'est une valeur absolument fondamentale, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, cet amour de la France, cet amour de la nation est mis à mal par une série de technocrates qui veulent vendre notre pays à l'Europe pour un plat de lentilles. Alors, évidemment, c'est ce que disait Bruno, ça ne veut pas dire que nous serions contre l'Europe. Nous sommes contre une certaine idée d'Europe qu'ils se font. Car il faut bien revenir dans les prémices de cette Europe. Tout au début, il y avait deux concepts. Il y avait le concept de Jean Monnet, on peut dire, et le concept de Gasperi et d'Adenauer. Il y avait le concept qui retenait l'idée que l'Europe était non pas une nation, mais une civilisation, qui devait être construite sur le principe de subsidiarité de l'Église, c'est-à-dire que tout devait être fait à niveau local, et que si on n'y arrivait pas, on remontait dans ces cas-là d'un échelon. Au lieu de cela, ils ont décidé de retenir un système qui était le système romain, de volonté de retour à un certain empire. Et à chaque fois que dans l'histoire, il a été décidé de retenir ce modèle d'empire, ça s'est terminé dans le sang. Je ne vois pas pourquoi, à nouveau, ça ne se terminerait pas dans le sang. À chaque fois que nous avons eu un système dictatorial, antidémocratique, qui est un système qui partait du haut, en voulant couper les têtes, en les élaguant, jusqu'à temps que tout le monde rentre dans les cases de l'Empire romain, ça s'est terminé dans le sang. Ce que nous voulons aujourd'hui, nous, dans les amoureux de la France, c'est conserver cet amour que nous avons, nous, le peuple, pour notre France. C'est décider d'unir par nos volontés, dans un système civilisationnel, dans une Europe qui réfléchit avec ses valeurs et non pas dans une idée d'empire romain. C'est pour ça que si nous faisons l'Europe, nous voulons refaire une Europe. Nous ne voulons pas la concéder à ces gens que le général de Gaulle appelait le parti de l'étranger. Alors aujourd'hui, ces élections européennes qui s'annoncent vont être extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, c'est la première fois déjà qu'il va y avoir une liste qui ne sera pas fragmentée, mais une liste nationale. Ça veut dire que pour une fois, nous pouvons faire la différence. C'est aussi très important parce qu'on peut constater que partout en Europe, il y a un réveil des peuples. Nous tendons tous, en Italie, en Pologne, partout, nous tendons tous aux Pays-Bas, nous tendons tous vers le même but, ce réveil des peuples. Et je pense que nous ne devons pas, nous avons une responsabilité envers nos ancêtres et envers nos enfants, de rester éveillés et d'écouter cet appel. Enfin, pour finir, je voudrais juste dire encore une fois combien ces élections européennes vont être extrêmement importantes.
que, comme on a pu le voir, une grande partie de la campagne allait se faire sur la volonté de nous expliquer que l'amour de son pays serait une notion presque rance, n'y cédez pas. Et qu'enfin, encore une fois, comme disait Edmund Burke, qui était un philosophe irlandais contemporain de la Révolution française, quand les scélérats s'unissent, il est important que les gens d'honneur se lèvent. Alors, levons-nous. Je voudrais d'abord vous remercier d'être présent ce soir, bien sûr, mais que vous puissiez adresser une salle d'applaudissements à Dominique Michel et à Joël, dont je suis en train d'oublier le nom, c'est pas bien, les responsables et représentants du Parti chrétien-démocrate et de Debout la France localement qui ont bien voulu organiser cette réunion. Merci, bien vouloir vous remercier. À vous applaudissements. Nous sommes dans une période qui est extrêmement troublée, qui peut paraître curieuse, mais qui n'est pas étonnante. Vous avez en face de vous un certain nombre de personnes qui n'ont pas cédé entre les deux tours de l'élection présidentielle il y a 18 mois à la mode qui consistait à considérer qu'évidemment Emmanuel Macron était le seul candidat pensable pour accéder à la présidence de la République. Beaucoup considèrent que cet homme n'a pas de philosophie et qu'il va au doigt mouillé, qu'il gouverne la France un peu comme ça va. Nous sommes nombreux à avoir compris depuis longtemps que c'est tout l'inverse et que cet homme a un projet extrêmement précis, qu'il déroule sous nos yeux, et que seule son inexpérience et l'inexpérience de ses soutiens peut actuellement ralentir. Les Gilets jaunes, dont on a évoqué plusieurs fois ce soir la présence, et je les ai croisés tout à l'heure sur la route en venant de l'aéroport, en sont la manifestation actuelle. En réalité, s'il fallait décrire le projet d'Emmanuel Macron, c'est, on dirait, une chaise à 4 pieds. Le premier pied, c'est le mépris total des institutions. Il y a 14 ou 15 mois, c'était le limogeage de fait honteux, injurieux, du général Pierre de Villiers, dans des conditions inédites, dans le cadre de l'armée française. Et hier, c'était le mépris affiché à l'égard de l'institution que représentent les maires, dont la sénatrice Kaufmann est la digne et constitutionnelle représentante auprès de nous. Et entre-temps, pour ne pas dire en même temps, pour prendre un mot à la mode, combien je regrette qu'il ait l'apparence de s'en être fait une propriété personnelle, le rabotage ou la tentative de rabotage des droits du Parlement, le mépris de l'Assemblée nationale comme un lieu de débat, la mise sous tutelle des groupes politiques qui vous représentent dans ces institutions, et au total, une recentralisation, un bridage des initiatives et des libertés locales d'entreprise, demain associatives, comme jamais notre pays n'en a connu depuis un long moment. Le deuxième pied de la chaise, c'est la société multiculturelle. En français, ça s'appelle le communautarisme. Et le communautarisme va de pair avec une espèce de lâcheté incompréhensible à l'égard de tous ceux qui le nourrissent dans notre pays depuis l'étranger. M. Macron n'ose pas dire aux Saoudiens combien le comportement qu'ils ont eu à l'égard de ce pauvre journaliste Khashoggi est honteux. Au moins Donald Trump a-t-il eu le courage de dire d'une certaine façon c'est pas bien, mais comme on veut faire la peau de l'Iran, on peut pas dire complètement que c'est pas bien. La France se contente de dire on leur rend des armes, mais pas beaucoup, alors c'est pas très grave. Je ne sais pas si vous voyez la cohérence qu'il peut y avoir derrière ce propos. Et M. Macron reçoit le ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis il y a quelques jours, alors même que cet homme est considéré comme un des bouchers du Yémen, plus grand scandale humanitaire actuellement constaté à la surface de la planète. Nous avons été quelques-uns, Nicolas en a fait partie, au moment du scrutin présidentiel, à réclamer une révision de nos alliances avec le Proche-Orient, pour ces raisons, mais aussi parce que ces États du Golfe soutiennent le fondamentalisme islamique, le communautarisme et l'essor de l'islamisation dans notre pays. Ces pays sont des adversaires.
quand bien même il nous achèterait des armes, car ce n'est pas la même chose. Le projet de M. Macron ne tient aucun cas de cette réalité. Il nourrit donc le communautarisme, ce qui pose quelques difficultés tout de même à la société française. Le troisième pilier, c'est le fait de considérer la domination de l'argent comme la valeur de référence de l'organisation sociale. Vous voyez dans cette thématique-là tout ce qui touche au soutien des grands traités internationaux, CETA et TAFTA. Vous voyez la désorganisation des corps sociaux, des corps intermédiaires, le rabotage de l'autorité et des syndicats. Vous allez me dire que les syndicats s'en sont occupés tout seuls depuis longtemps, vous aurez sans doute raison. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas accéléré ce mouvement. Vous voyez encore les ordonnances, les fameuses ordonnances loi travail qui atteignent très directement la dignité même du travail humain dans beaucoup des entreprises de notre pays. Ça, c'est la philosophie de M. Macron. Et nous le verrons à la fin du compte, puisque, comme vous le savez, la procréation médicalement assistée pour tous et la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses en français, seront à l'ordre du jour du Parlement dans quelques mois. Les mères porteuses étant le summum actuellement. Malheureusement, l'humanité a d'autres génies et trouvera d'autres modalités. Actuellement, la manière la plus criante, la plus scandaleuse de revenir à l'esclavage et à la marchandisation de l'humain que pourtant notre civilisation a su abandonner il y a maintenant de longues années. Et le quatrième pilier, c'est une conception de la vie sociale et une pratique des institutions qui est personnelle à un point qui en devient inimaginable et qui s'incarne par une chose extrêmement inquiétante qui, je pense, nourrit la colère à laquelle nous assistons aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué qu'à chaque fois que le président de la République met les pieds en dehors de notre pays, il tape sur le peuple français et il insulte le pays qu'il est chargé de diriger. Ça aussi, c'est une première. Même le président qui n'était pas très attaché à la France n'osait jamais faire des choses pareilles. Et Dieu sait que nous avons connu, dans des conversations privées seulement, des présidents de la République ou des très hauts responsables de l'État qui vilipendaient ou vitupéraient à l'égard du peuple français en disant on comprend rien, tout ça, oui, on sait qu'on est ingouvernable, on sait que tout ça, on le sait. Mais depuis l'étranger, de manière aussi systématique, avec une telle haine, au fond, parce que nous lui résistons, ça c'est une marque de fabrique également du macronisme, mais je vais vous dire que j'ai assisté, moi, à ça en direct. J'ai été battu pendant 300 heures avec Emmanuel Macron, j'étais l'orateur de mon groupe, au moment où la loi dite Macron a été adoptée par l'Assemblée nationale. Je l'ai vu de près et pendant longtemps. Et je veux vous dire que cet orgueil, cette brutalité, cette absence totale de sens de la concession, cette volonté de libéraliser toute chose, sont dans la loi qui porte son nom. Elles sont dans la manière dont les débats politiques de l'Assemblée étaient organisés à l'époque. Elles sont dans la manière dont il a refusé systématiquement toute forme d'abolition à son texte il y a maintenant presque 3 ans. Ça n'est donc pas une surprise. Mais au-delà de la surprise et de la contestation, de cette espèce de colère qui monte chez chacune d'entre nous, au fond, qui prend des formes d'expression différentes, il faut trouver une réponse politique. Lorsqu'il y a un peu plus d'1 an, nous nous sommes vus avec Nicolas, on s'est vu à la terrasse du Bourbon. Le Bourbon, c'est un café qui est tout près de l'Assemblée nationale, c'est là que se passent les choses importantes à Paris, c'est au bistrot, parce qu'on est en France, c'est comme ça. Eh bien, nous nous sommes dit, on ne peut pas rester inactif. Et nous avons parlé de quelques expériences auxquelles certains d'entre nous ont pu participer par le passé. Vous savez, ces différentes tentatives de fondation de nouvelles formations politiques de droite, ou de rassemblement, ou de cartels électoraux. C'est pas un gros mot, le cartel électoral, ça dit très bien ce que c'est. Mais nous avons partagé ce constat que tout cela a échoué pour 2 raisons particulières. La première, c'est que soit nous étions dans une logique de fondation d'un nouveau parti, d'une nouvelle organisation à part de la vie institutionnelle. Ça a été le cas par exemple du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, ou bien de la droite de Charmillon. Vous avez évidemment connu ces formations politiques et peut-être un certain nombre d'entre vous y ont adhéré, enfin certainement qu'un certain nombre d'entre vous y ont adhéré. Et finalement, on demandait à l'époque d'entrer dans ces organismes politiques en quittant sa famille d'origine. C'était une forme de condition, c'était d'ailleurs logique. C'est difficile d'imaginer de pouvoir appartenir à plusieurs familles en même temps, même si de temps en temps on y arrive très bien. Mais cette logique de rupture qui était celle de Philippe et de Charles, pour ne parler que d'eux, mais il y en a eu d'autres, a achoppé en définitive sur ce point. Et puis la deuxième, c'est que
Jamais il n'y a eu cette tentative sur laquelle avec Nicolas nous sommes mis d'accord très vite, qui consistait à dire ne faisons pas un nouveau parti politique, raisonnons de manière confédérale et unissons les forces qui sont les nôtres, restons dans la diversité qui est la nôtre, mettons en commun ce que nous considérons comme urgent pour le pays et travaillons dans cet axe. Autrement dit, réalisons le programme commun de la droite, comme la gauche a su écrire un programme commun en 1978, un certain nombre d'entre vous s'en souviennent certainement. Et revenons brièvement sur ce programme commun de la gauche. Qui a signé ce texte il y a maintenant 40 ans? Un certain nombre des noms que je vais prononcer vont rappeler des souvenirs aux plus anciens d'entre nous. Ça allait de Pierre Juquin jusqu'à Maurice Faure. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire du plus stalinien de tous les communistes jusqu'au plus modéré de tous les radicaux de gauche. Peut-être à part Robert Fabre, qui était peut-être un peu plus modéré que Maurice Faure. Mais tous ces gens ont réussi à s'entendre sur un projet, un programme de gouvernement. Il y avait chez eux beaucoup plus de diversité, de différence qu'il n'y en a actuellement entre toutes les personnes qui sont devant vous, et j'y ajoute, même si je suis d'accord avec Madame le sénateur, il faut les considérer de manière suffisante, le patron des Républicains et la patronne du Rassemblement national. Il y a au fond le sentiment d'un certain nombre d'urgences pour contrer les orientations politiques, le fameux tabouret de Macron que je décrivais tout à l'heure, qui nécessite de notre part un travail commun fondé sur la volonté d'un projet politique à écrire ensemble. Bien sûr, nous avons des différences. En fait, avec Nicolas, nous nous rendons compte qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'on imaginait au début et que nous n'avons jamais empêché de travailler jusqu'ici. Mais peu importe. Sommes-nous d'accord pour considérer que dans le cadre de l'Europe, pour y revenir, mais lorsque ce sera le temps de parler des territoires et de la France, on y reviendra. Sommes-nous d'accord pour considérer que les pays dans l'Union européenne doivent récupérer l'initiative et le contrôle de leurs frontières? Sommes-nous d'accord pour considérer qu'ils doivent récupérer du droit de décision et du pouvoir de décision dans les instances européennes? Sommes-nous d'accord pour dire que l'Europe doit contribuer à la réindustrialisation de notre continent, sans quoi il n'y a pas de prospérité possible? Sommes-nous d'accord pour considérer que, à la fin du compte, si nous ne contrôlons pas les flux migratoires et si nous n'accompagnons pas ce contrôle par des politiques de co-développement à l'égard des pays d'émigration, nous n'arriverons à rien? Sommes-nous d'accord pour considérer que si on ne conforte pas la cellule familiale dans les politiques publiques, alors il ne peut pas y avoir de vraie cohésion sociale? Dites-moi lequel des électeurs, entre guillemets de droite, n'est pas d'accord avec ces 5 points. Et vous n'en trouverez pas beaucoup. Sans doute même pas dans cette salle. Ou alors vous en trouverez qui, sur un ou deux de ces points, est en désaccord, parce qu'il n'est pas dit comme il faut, parce que c'est pas le bon ordre, peu importe. Les urgences sont là et nous le savons tous. Notre volonté est très simple à comprendre. Nous ne voulons pas fusionner nos partis politiques, nous sommes très heureux là où nous sommes. Nous ne voulons pas faire un nouveau machin qui effacerait tout d'un trait de plume ou qui gommerait tout et qui les ferait disparaître. Non, nous voulons dire, nous sommes d'accord avec ça. Et d'où nous venons. Nous sommes d'accord pour partager cet objectif et le mettre à disposition des électeurs et des Français que vous êtes tous. Il ne reste plus qu'à le faire. Et vous verrez dans les semaines, dans les mois qui viennent, que nous allons alimenter bien sûr ces réflexions et nous continuerons avec la dernière énergie à nous opposer de manière très 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 déterminée à tous les projets de M. Macron, ce que certaines autres formations politiques de droite ont visiblement renoncé à faire, au moins par certains endroits. Je vous dis ça parce que j'ai vu avec une très grande tristesse et une forme d'inquiétude 74% des députés du groupe des Républicains s'abstenir sur le vote de confiance au Premier ministre au mois de juillet 2017. Ce n'est pas pour nous expliquer aujourd'hui que le groupe des Républicains de l'Assemblée est dans l'opposition. Il faut être cohérent. Et nous avions dans le débat public, je termine par là, cette cohérence. Nous avons beaucoup de défauts. Moi j'en ai beaucoup, les autres moins que moi, mais ça en laisse quand même un certain nombre. Mais en tout cas, il y a deux choses que vous ne pourrez pas nous enlever, toutes les personnes qui sont ici. De la cohérence dans nos prises de position et la constance dans la défense de nos convictions. Nous avons la faiblesse de croire que ça, c'est ce qu'attendent les Français, en plus du traitement des urgences pour notre pays. Alors il ne manque plus qu'une chose maintenant. Nous sommes déterminés, je pense que nous avons la volonté d'aller dans un sens favorable pour tous. Il ne manque plus que vous. Donc à tout de suite. Merci beaucoup.
Et je veux d'abord remercier les organisateurs de cette réunion, Joël de Debout la France, notre ami du Parti chrétien-démocrate, Dominique, James Roland et Daniel Philippot du CNI, hein, je les remercie, et puis tous ceux qui, appartenant à des partis ou pas, et on s'en fiche complètement, ont mis le cœur à l'ouvrage pour bousculer un peu la vie politique française. Pourquoi les amoureux de la France? Les amoureux de la France, c'est le CNI, P, j'oublie toujours le P, parce que on est habitué au CNI, puis le P, c'est va de soi. Paysan, parce que ça vient de la terre, c'est le bon sens paysan. De Bruno Nord, Emmanuel Garde de l'Institut des Libertés, le MPF, Véronique Besse n'est pas là, mais le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, le Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, et puis Madame la sénatrice, l'honneur que vous nous faites d'être là, et la joie, sincèrement. Voilà, sincèrement. Bref, et Debout la France, bien sûr, et tous les autres. Pourquoi les amoureux de la France? Alors moi, je vais être très bref. En arrivant dans l'avion, je regardais dans mon dossier, c'est bien organisé, hein, je remercie d'ailleurs les collaborateurs, parce que sans les collaborateurs, on ne pourrait rien faire, hein. Grégoire qui est là. J'ai regardé cette carte. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas besoin de préparer un discours. Ça va être bref. Il y a une carte. C'est le département du Var. Tout ce qui est en jaune et orange, ce sont les députés En Marche et Modem. 6 députés sur 8. 6 députés sur 8. Et si vous connaissez le Var, parce que vous habitez le Var, allez, les patriotes, les républicains, la droite, même au-delà, tous ceux qui aiment la France, c'est 80% des électeurs. 70%, allez. Alors, expliquez-moi pourquoi 70% des électeurs qui ont voté en 2017, hein, au premier tour de la présidentielle, pour des candidats patriotes et républicains, ont abouti à 6 députés sur 8, En Marche ou Modem, qui ouvrent les frontières, qui délocalisent, qui massacrent le travail, et qui d'ailleurs en plus ne font aucune transition écologique. Expliquez-moi. Ben, vous avez la réponse. L'égoïsme de boutique. La boutique partisane. J'ai mon parti, je ne veux pas travailler avec l'autre. J'ai mon parti, je ne veux pas travailler avec l'autre. J'arriverai tout seul au pouvoir. Voilà. Ça explique ça. Alors les amoureux de la France, c'est quoi? C'est un constat très simple. Qu'il n'y a pas un pays au monde, en démocratie, où un camp politique se laisse dicter sa conduite, ou un bloc politique se laisse dicter sa conduite par son adversaire. Mais nous, ça fait 30 ans que ça dure. Depuis François Mitterrand. J'ai été candidat au premier tour de la présidentielle. J'ai défendu mon projet que je considère le meilleur, bien sûr, parce que c'était le meilleur. Mais je n'ai eu un peu moins de 2 millions de voix. C'était pas assez. C'est le patriotisme humaniste. Moi, j'y crois. Voilà, c'est mon essence. Et tout à l'heure, j'ai été me recueillir avec les fidèles sur la tombe de Philippe Séguin, que j'adorais, malgré son caractère, il me pardonnera, qui était parfois rude, qui était un homme d'État. Bon, bref. Mais au second tour, il fallait choisir. J'aurais pu faire comme la plupart, tous aux abris. On décide pas. Et puis, on suit la mode. J'ai pris la responsabilité en conscience de sacrifier tout mon avenir politique en soutenant Marine Le Pen. Et même après le débat, j'ai soutenu. Je l'ai même appelé en lui disant pour le dernier jour, j'irai avec toi, où tu veux, j'ai une idée. On va aller à Reims, ça nous fera peut-être du bien. À Cathédrale, oui mon cher, t'es surpris. Oui, parce qu'il croit que je suis un grand laïcard. Et j'ai emmené Marine Le Pen à la Cathédrale de Reims parce que j'aime cet endroit, parce que c'est là où les rois de France, je ne suis pas monarchiste, désolé Hélène, je suis profondément républicain, mais c'est deux choses à Cathédrale de Reims, c'est l'histoire du pays, et puis c'est la réconciliation franco-allemande, avec cette plaque entre le général de Gaulle et Adenauer, mais sur la base des nations, pas sur ce bouli-bouga de la finance et de la technocratie qu'on nous impose au nom de l'Europe. Bref. Donc j'ai été d'une loyauté parfaite, je pense, sincèrement, et je l'ai fait parce que je voulais briser, au-delà de... D'ailleurs, je l'ai fait parce que son programme
On l'avait négocié en commun, il était plus proche du mien que celui de Macron. Bon. Et moi, j'ai trouvé surréaliste, entre parenthèses, que François Fillon, au bout de 10 minutes, après avoir combattu Macron, aille se rallier à Macron. Remarquez, ça ne m'a pas étonné, pendant le débat à BFM des 11 candidats, ils étaient d'accord sur tout, ils se faisaient les yeux doux. Bon, voilà. Donc, c'était incroyable, je peux te l'assurer, c'était surréaliste sur le plateau. Bref, bon, on est dans un pays de fous. Mais fous, pas les Français, les politiques qui les dirigent, entre guillemets. Donc, je reviens à mon idée. J'ai voulu briser ce tabou, au-delà du fait que mon programme et que j'avais négocié avec Marine Le Pen un infléchissement de son programme. Bref, on va pas revenir sur le passé, mais je voulais briser ce tabou qui veut que c'est quand même la gauche qui a le droit de s'unir, et nous, on n'a pas le droit de s'unir. Cela veut dire que les européistes, ceux qui veulent abandonner la France, ceux qui veulent détruire le pays, nous interdisent, nous, amoureux de la France, de travailler ensemble. Et que ça fait 30 ans que les leaders politiques l'acceptent. Mais c'est incroyable ce qui se passe. J'ai jamais vu ça. Alors, on en a pris plein la figure, mais d'abord, je remercie les électeurs de ma petite circonscription de l'Essonne de m'avoir sauvé, de l'hallali général, mais je crois qu'on a semé quelque chose. Et on a semé le fait qu'en fait, on pense la même chose sur beaucoup de sujets. Bien sûr qu'on n'est pas pareil sur tous les sujets. Bien sûr que j'ai des désaccords avec Marine Le Pen sur certains points. Bien sûr que j'ai des désaccords avec Laurent Wauquiez sur d'autres. On n'est pas identiques, et heureusement. Il y a des traditions politiques différentes. Il y a des histoires différentes. Mais on ne va pas vivre sur l'histoire de la guerre d'Algérie 60 ans après. Il y a peut-être dépassé la cicatrice, qui, je le sais, surtout dans cette région, est forte. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'avenir de la France qui est en cause. C'est la disparition même de ce qui fait notre amour du pays, ce qui fait notre civilisation qui est en jeu. Et donc, moi, ma seule obsession, je vous le dis, c'est qu'on sauve le pays. Et pour sauver le pays, il faut faire l'union. Et pour faire l'union, il faut accepter de faire des compromis sur l'accessoire pour s'entendre sur l'essentiel. Et c'est pas difficile. Je peux vous le certifier. Et je sais qu'il y a une majorité de 70% des Français sur des sujets fondamentaux. Voilà, pour sauver la France. Et vous les connaissez, et il en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. D'abord, savoir qui entre chez nous, parce que c'est quand même aux Français de savoir qui a le droit de venir sur notre sol, et de faire respecter nos lois, tout simplement, comme dans tous les pays du monde. Parce que c'est élémentaire que si on veut partager le fruit du travail, il faut organiser le travail, et donc libéraliser ceux qui produisent en France. Et en revanche, embêter ceux qui importent de l'étranger. On fait exactement l'inverse. Je fais une parenthèse sur les gilets jaunes, on a des verts extraordinaires. Le fioul, le mazout des cargos qui importent des produits de Chine est détaxé. 0 taxe. Et ceux qui produisent en France sont surtaxés. Mais pourquoi les verts ne s'occupent pas de cette détaxation de tous les paquebots, super tankers, super cargos qui font que des marchandises arrivent chez nous et coûtent moins cher pour parcourir le globe que pour faire 50 km dans le Var entre Nice et Toulon? Mais c'est incroyable. Et ça se dit écologiste. Ce sont des imposteurs. Ils ne défendent pas l'environnement, ils n'en ont rien à faire de l'environnement. D'ailleurs, ils nous mettent des éoliennes qui servent à rien, qui tournent dans le vide. Alors qu'on est le pays qui produit le moins de CO2 d'Europe. Nous produisons 60% de moins qu'un Allemand de CO2 grâce à notre énergie nucléaire. Alors on peut l'améliorer, on peut avoir du renouvelable en complément, pas l'éolien, ça ne marche pas avec le nucléaire, mais du solaire, etc. Je ne suis pas hostile à des énergies renouvelables. Je dis simplement qu'il y a un manque de bon sens incroyable. Donc, ce bon sens, il est partagé, je l'ai dit, sur le problème de l'immigration, sur le problème de la création de richesses, sur le problème de la solidarité. Oui, nous sommes totalement d'accord ensemble, parce que nous avons une vocation, une volonté de partage, une volonté de solidarité. Une société a besoin d'égalité. Mais l'égalité, c'est à effort constant. L'égalité des chances, pas l'assistanat. J'avais proposé pendant la présidentielle le travail universel.
C'était complètement différent du revenu universel. Le revenu universel, c'est de donner un revenu à tout le monde, même si on ne travaille pas. Mon idée de travail universel, c'est que chaque Français avait le droit à un revenu à la condition qu'il travaille. Et on pouvait créer 1 million d'emplois d'utilité collective. En échange d'une aide, on travaille. C'est fondamental, redonner une chance à chacun. Car oui, il y a un problème de partage de richesse. Mais pour réussir le partage de la richesse, il faut la créer. Et ensuite, il faut la partager selon des règles de motivation, de responsabilité. Et puis, sur l'écologie, on sait ce qu'il faut faire aussi. Sur l'agriculture, on sait ce qu'il faut faire, etc., etc. Donc, c'est uniquement, j'allais dire, c'est beaucoup, un problème de verrouillage politique. De verrouillage politique. C'est un problème d'absence de démocratie. C'est un problème de mainmise des partis politiques. C'est une question de transparence. Oui, il faut faire, j'allais dire, la révolution du bon sens. C'est ça qui est au cœur de notre projet politique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi aller aux européennes? Et ça sera le dernier élément, parce que je veux être bref et qu'on puisse répondre aux questions. Pourquoi les élections européennes? Eh bien parce que, contrairement à ce qu'on vous dit, la situation de la France d'aujourd'hui est liée bien sûr, et Bruno a raison, à la faillite de nos élites, qui n'ont rien d'élite d'ailleurs, et à la faillite de l'oligarchie qui nous gouverne. Mais principalement au fait que cette oligarchie a signé la disparition du pays en signant des traités qui ont dépossédé les Français de leur démocratie, c'est-à-dire de leur souveraineté, c'est-à-dire de leur liberté. Quand on ne contrôle plus ses frontières, quand on ne contrôle plus son budget, quand on ne contrôle plus ses lois, quand on ne contrôle plus sa monnaie, eh bien, vous élisez un président de la République et comme un pilote d'avion, il appuie sur les boutons, mais ça ne fait rien, puisque l'avion est piloté automatiquement de la tour de contrôle de Bruxelles. Donc il fait semblant. Et c'est pourquoi vous avez un échec à chaque président de la République. Vous pouvez élire un type de gauche, un type de centre-gauche, un type de droite, un type... une femme. Tout. Les meilleurs. Et plus que même, parce que je pense que les femmes sont plus courageuses que les hommes et que c'est les femmes qui vont nous sauver. Donc là-dessus, et j'allais dire aussi les moins de 30 ans, qui ne sont pas dépendants de l'esprit 68ard, qui nous a tués. Bon bref, mais ça c'est autre chose, je ne veux pas m'apesantir. La vraie question, vous pouvez élire qui vous voulez, vous pouvez nous mettre au pouvoir demain matin, avec les mêmes traités. On ne pourra rien faire. La clé du sursaut français, la clé de la liberté de la France, du redressement de la France, c'est de renégocier tous les traités européens. Et ça ne veut pas dire le Frexit. Ça ne veut pas dire de sortir de l'Europe. Nous sommes l'Europe. Nous sommes au cœur de l'Europe. Je vais vous donner une image que je prends. Vous commencez peut-être à la connaître, désolé si je vous l'avais entendue, mais tant pis, parce que je trouve qu'elle est bien. C'est une copropriété. Vous vivez dans un immeuble. Moi, je ne veux pas déménager. Il n'y a aucune raison que je vende mon appartement. Parce que d'abord, la France, on ne va pas la vendre, même si eux la vendent. Il n'y a aucune raison que je quitte mon appartement. Mais je veux virer le syndic de l'immeuble, qui est la commission de Bruxelles. Parce que ce syndic, avec mon accord de mes prédécesseurs, il a enlevé les portes des appartements. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de frontières. Il n'a pas mis une porte en bas de l'immeuble, puisque vous savez qu'on a supprimé les frontières nationales sans mettre de frontières européennes. Donc il n'y a même pas de code en bas de l'immeuble. La porte est ouverte. C'est devenu un squat. Tout le monde rentre, vient dans mon frigidaire, prend ce qu'il veut. Le fruit de mon travail, de chaque appartement. Et puis ce syndic de l'immeuble, au fur et à mesure du temps, il nous a placés sous tutelle. Il nous a dit, ah, vous devez changer la couleur de votre moquette, elle doit être de telle heure. Vous devez dîner à telle heure. Vous devez manger ceci. Vous ne pouvez pas partir en vacances. Et puis, il a dit, on va gérer votre budget familial. Et puis, il envoie une facture chaque année plus importante. 9 milliards d'euros. Vous versez, nous versons 9 milliards d'euros net à Bruxelles. 9 milliards d'euros. C'est tout ce qui a été pris, 2 fois ce qui a été pris sur les retraités avec la CSG. 5 milliards, 2 fois. 9 milliards d'euros, c'est tout ce que veut prendre Macron sur les automobilistes pour les 3 prochaines années. 3 milliards par an supplémentaires. 3 milliards par an supplémentaires. 10 euros pour un plein de 45 litres. Encore de taxes supplémentaires.
9 milliards, c'est considérable. Nous donnons 9 milliards nets, c'est-à-dire nous versons 9 milliards de plus que nous recevons, chaque année, pour une organisation qui nous fait du mal. Mais c'est surréaliste. Et M. Macron veut prendre des engagements en ce moment, le budget se négocie en ce moment. 2019-2024, de mémoire. Hein, se négocie en ce moment, avant les élections du ministère de l'Enseignement supérieur, à une organisation dont on ne maîtrise rien. Alors moi, je vous le dis très clairement, je veux qu'on vire le syndic, je veux qu'on mette un syndic avec moins de pouvoir, je veux qu'on remette des portes à notre appartement, aux appartements, je veux que chaque appartement, chaque famille se gouverne avec ses lois, parce que c'est ça la démocratie. Est-ce que je veux détruire l'immeuble Europe? Non. Est-ce que je veux réduire toute action du syndic? Non. Les parties communes, je ne peux pas le faire, moi. On doit s'entendre avec les copropriétaires. Eh bien, l'Europe que nous voulons, c'est l'Europe des nations libres et des projets. Oui, le syndic doit travailler sur des projets communs. Projets scientifiques, projets industriels, projets méditerranéens. Car comme l'a très bien dit l'un ou l'autre, si on veut réduire l'immigration, il faudra bien assurer le développement de l'Afrique. Et faire en sorte qu'ils restent à vivre chez eux. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. On peut mettre des murs. Il faut traiter ce problème. J'étais l'un des seuls pendant la présidentielle à en parler. Ça n'intéressait personne. Enfin, du moins, aucun journaliste. Donc, très clairement, c'est pas d'être anti-européen, c'est de vouloir remettre l'Europe au service des citoyens. Et c'est concevoir la construction européenne comme la construction de nations qui restent des nations avec leur identité, leur culture, leur démocratie, et qui travaillent tout simplement ensemble sur les projets d'urgence pour affronter, oui, la Chine, les États-Unis et les autres, c'est-à-dire être capable de relever les défis scientifiques notamment, qui décideront de la hiérarchie des nations au XXIe siècle. Car vous le savez bien, il suffit d'en rentrer dans la chambre de vos enfants, il n'y a pas un produit qui a été conçu, fabriqué en France ou en Europe. Et tout l'enjeu, c'est bien évidemment de travailler ensemble avec nos amis allemands, italiens, espagnols ou autres, sur des grands projets d'avenir, de permettre à l'Europe, oui, de compter dans le monde de demain. Mais on ne comptera pas dans le monde de demain en créant le chaos chez nous, en détruisant les nations, en détruisant notre civilisation. Ce sont les pays qui sont bien en eux-mêmes, qui ont des racines qui peuvent s'élever jusqu'au ciel. Regardez le Japon et regardez d'autres pays. Ce sont les pays qui sont bien dans leur peau comme les individus, qui peuvent aller vers l'autre. Et donc il n'y a aucune opposition, et je conclurai là-dessus, aucune opposition entre l'amour de la nation et le travail en commun européen. Et c'est là où nous avons un président de la République, honnêtement, qui est un homme dangereux. Dangereux pour le pays. Un apprenti sorcier. Mais pardonnez-moi, ça se voyait à l'œil nu pendant la campagne. Et je ne sais pas si la presse est partie, j'espère, mais il suffisait de regarder son regard pendant certains meetings pour comprendre qu'il était dangereux pour la France. Et moi, je vous le dis très clairement, cet homme hystérise les rapports sociaux, divise les Français, nous mène au chaos. Et je ne sais même pas comment il va finir son mandat. Je suis très inquiet pour mon pays. Voilà pourquoi, et je conclus définitivement cette fois-ci, voilà pourquoi, je suis désolé d'avoir été trop bavard, je suis trop passionné, voilà pourquoi je vous demande d'agir vite. Le temps est compté, il est minuit moins une. Souvent, quand on se promène, et je suis sûr que Jean-Frédéric a les mêmes réflexions, ou Bruno, ou les autres, Emmanuel, Claudine et les autres, souvent, beaucoup de gens que je croise me disent avec un ton de pitié et de commisération: mon pauvre monsieur, oh, c'est formidable ce que vous faites, c'est très courageux, c'est très bien ce que vous faites, ah, vraiment c'est bien, mais c'est foutu. Donc, on va même pas vous aider parce que c'est foutu. Bon, c'est trop tard. Combien de fois ai-je entendu cela? Eh bien moi je vous dis une chose, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je réponds à tous ceux qui me disent ça. À force de dire c'est trop tard, on préfère aller à la pêche, on préfère partir en vacances, on préfère s'occuper de nos petits-enfants, et ça c'est bien.
on préfère faire ceci, faire cela, eh bien le pays il crève devant nous. Alors moi j'ai envie de vous dire, à un moment, alors c'est pas bien de vous engueuler puisque vous êtes ceux qui venaient, donc, mais j'ai envie que vous engueuliez vos voisins. J'ai envie que demain matin vous alliez voir vos voisins, vos amis, que vous leur téléphoniez et vous leur disiez j'ai été dans une réunion extraordinaire avec des gens extraordinaires qui ont envie de servir leur pays. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, là? Qu'est-ce que tu fais demain? Pourquoi tu es resté dans ton coin? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu donnes pas une chance? Pourquoi t'as pas voté à la primaire pour Jean-Frédéric Poisson, qui était le meilleur à la télé? Je le dis à chaque fois, mais je le pense. Et je connaissais pas, je le croisais, mais je savais pas qui il était. Il s'est révélé. Pourquoi Claudine, que je connaissais pas, qui a résisté, une femme courageuse, extraordinaire, Emmanuel, un nouveau talent, Bruno et les autres. Mais pourquoi vous restez dans votre coin, à vous lamenter, à ronchonner? Qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Parce que vous n'avez pas beaucoup d'occasions. Et moi, je vous dis une chose, très sincèrement. Nous, on va présenter une liste aux européennes. On va avoir sur cette liste des gens de partout, de tous horizons, qui aiment la France, qui sont patriotes, qui ont un projet, qui sont intègres, honnêtes. Si vous ne nous aidez pas maintenant, il ne faudra pas venir pleurer demain. Alors, je vous le dis, je vous demande de vous mobiliser, je vous demande de foncer, je vous demande d'aller voir vos voisins et de vous secouer. Je sais que vous le faites déjà, mais demandez à vos voisins de le faire à vos amis. Il sera trop tard pour pleurer sur le sort de la France dans 1 an ou dans 2 ans. C'est maintenant qu'il faut agir. Vive la France, vive la République. Maintenant, on va faire des questions-réponses. Voilà. Vous partez pas tout de suite. Il y a question-réponse. Parce que nos concitoyens, et il faut les comprendre, ne supportent pas que des populations qui sont arrivées sur notre sol veuillent dicter des lois qui ne sont pas les leurs. Et c'est insupportable. Et à l'inverse, il faut comprendre aussi que les Français musulmans, dont les parents sont morts sur nos champs de bataille, ne comprennent pas qu'on les regarde de travers parce qu'il y a des salafistes et parce que l'État a été faible. Et cette entreprise de réconciliation, mademoiselle, est fondamentale. Parce que, je le dis, les Français qui sont musulmans ou d'origine étrangère sont là sur notre sol. Je crois qu'il faut bloquer l'immigration parce qu'il faut pouvoir digérer cet apport de population qui est arrivé. Et je crois en l'assimilation républicaine. L'assimilation, profondément. Et vous avez un rôle éclatant à jouer. Et à Debout la France, par exemple, nous avons Mohamed Akité, qui est un jeune délégué national, qui est d'origine sénégalaise ou malienne, qui m'est venu me voir un jour et qui m'a dit « J'en ai assez de ce discours misérabiliste, culpabilisateur de la gauche. Je viens vous aider parce que je crois en la France. » Et comme l'a cité très bien Emmanuel avec cette formidable citation de Romain Gary, voilà, je n'ai pas une goutte de sang français et pourtant la France coule dans mon sang. Il n'y a rien de plus beau, c'est ça la France. Et donc vous voyez bien qu'on est sur une crête très difficile et que beaucoup de gens veulent nous entraîner vers une sorte de guerre civile larvée, malsaine, où les enfants d'origine étrangère se sentiraient rejetés et les salafistes en font leur beurre. Et à l'inverse, où les partis de gauche, notamment ces islamo-gauchistes, veulent culpabiliser la France d'être ce qu'elle est, et on a à être fiers d'être français. Et pour conclure mon propos là-dessus, parce que c'est une affaire d'une gravité terrible, parce que c'est l'enjeu de la cohésion sociale des prochaines années, face à une tentation de guerre civile. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce chirurgien, parce qu'on n'en parle jamais de ceux qui ont réussi, de ces chirurgiens qui vient à la foire du livre de Limoges, et il vient de me dire « Monsieur, j'ai adhéré chez vous, je suis d'origine algérienne, je suis musulman. J'ai adhéré Debout la France quand je vous ai entendu à RMC. » Je me dis « Qu'est-ce que j'ai dit ?» Et il m'a dit « J'ai adhéré chez vous quand vous avez dit « S'ils veulent importer leur religion, les femmes voilées, la charia, qui repartent en Arabie Saoudite, basta, on est en France. » Et il dit « Moi, Algérien musulman d'origine, j'ai adhéré à votre mouvement quand je vous ai entendu dire ça, parce que j'ai pas fui l'Algérie et les islamistes d'Algérie pour retrouver ça en France.
Et il m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, arrêtez d'être complexés. Soyez fiers de votre civilisation française. On peut être un bon musulman en France, être un bon républicain, mais à condition que l'État vire les islamistes, vire les frères musulmans, vire les salafistes et protège la République. Voilà l'enjeu. Et c'est pourquoi je mets en garde, ne nous laissons pas culpabiliser par ceux qui veulent nous opposer. Et c'est un point. Mais cela veut dire en revanche, freiner l'immigration vraiment, appuyer sur le frein à main, hein, définitif. Et comme tu l'as très bien dit dans ton livre, et je recommande le livre de Jean-Frédéric parce qu'il n'en a pas fait de pub, c'est voir que derrière certaines mosquées, derrière certains imams, il y a une volonté de déstabilisation de la société française. Et que ce n'est pas être xénophobe et tout, de dire stop, au contraire. Et vous devez être au premier rang avec nous pour bloquer ça. Et chacun pratiquera sa foi, qu'on soit juif, musulman ou ailleurs, ou athée, et chacun respecte. Quant aux derniers autres points, et moi je le dis très clairement, chacun vit comme il veut. Chacun vit comme il veut. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense que le pouvoir socialiste veut nous diviser. Il a cherché à diviser sur le mariage homosexuel, il veut maintenant diviser les Français sur la PMA et la GPA. Et cela n'a rien à voir. Car l'union civile, pour moi, n'était pas choquante, parce que ça concernait des adultes. En revanche, casser la filiation, marchandiser le corps humain, utiliser les femmes, et là, mesdames, les femmes, vous avez à vous battre, utiliser les femmes comme mères porteuses, comme ventre, qu'on achète, qu'on choisit sur catalogue, alors là, c'est pas du tout la même chose que la liberté de mœurs. C'est le passage à la médecine marchande, le corps humain marchandisé. Ça n'a rien à voir. Et donc, ne mélangeons pas tout. Et chacun vit comme il veut. Enfin, je peux vous dire que sur le handicap, on s'est suffisamment battu et on se bat suffisamment pour que les personnes qui souffrent de handicap accèdent à la dignité dans notre pays, pour vous dire que sur ce sujet, on n'a pas à rougir parce que nous avions le programme le plus novateur, le plus fort là-dessus. Bon. Et sur, bien sûr, la cause animale aussi. Mais moi, j'ai jamais voulu en faire, comment vous dire, une espèce de mettre en bandoulière pour pas qu'on croie que c'est naturel, donc on n'en rajoute pas, mais vous avez raison, on devrait en parler davantage. Voilà ce que je voulais vous dire sur les thèmes que vous avez abordés. Moi, ce que je veux juste vous dire, j'ai passé la parole à mes collègues avant de conclure, c'est que la France est menacée d'explosion, en fait. Et notre boulot est très difficile, parce qu'on doit redresser le pays et réconcilier les Français. C'est ça l'enjeu. Et que c'est énorme comme tâche, mais il n'y a pas le choix. On est au pied du mur. Merci à vous. Alors, puisqu'on me demande de chanter, mais alors attention, faites bien attention. Écoutez le début quand même. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que nos ennemis expirant voient ton triomphe et notre gloire. Oh brave citoyens, allez le bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Oui, enfin, vous avez reconnu que c'était le deuxième couplet de la Marseillaise, qu'on ne chante jamais, mais que de temps en temps, aux amoureux de la France, c'est l'amour de la patrie, donc on va le chanter.